Le 8 décembre 2024, Notre-Dame rouvre ses portes 5 ans après l'incendie qui a ému la France. Un incendie dont on ne connaît toujours pas les causes. Mais est-ce que cet incendie n'était-il pas en réalité un attentat planifié par les plus hauts services de l'État profond? Notre-Dame va-t-elle être désacralisée et devenir le futur temple où se précipiteront les marchands? Assiste-t-on à un affrontement entre la franc-maçonnerie et la religion catholique? À ces questions répondra Ludovic Malot, économiste. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Notre-Dame, de son incendie, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était un incendie prémédité, pas prémédité? Est-ce que c'était le hasard, la malchance? On en parlera aujourd'hui avec Ludovic Malot, économiste. Il a enquêté sur Notre-Dame, mais avant ça, adhérez au club Géopolitique Profonde. Voilà, vous serez au club avec Pierre Hillard, Général de Lavarde, Gérard Chevrier, Laurent Ozon et tellement d'autres. Ils vous attendent. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit, n'oubliez pas. Et il ne faut pas avoir peur. La boutique géopolitiqueprofonde.com. Vous pouvez même vous servir directement sur l'écran YouTube. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir, cher Ludovic. Tu viens là de Suisse. Je sais que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as fait un Beauvais déjà? Oui, j'ai eu un petit peu de retard. Ah bon, c'est la SNCF, hein, c'est normal. Il y avait de la neige. Ah oui, c'est vrai, quand il neige, là, c'est compliqué, la France, hein, quand il neige. Dis-moi... on va commencer par parler de Notre-Dame. Pourquoi tu t'es dit, tiens, cet incendie, il est pas très catholique, si je puis dire? Alors, bonsoir Mike, merci pour l'invitation. Effectivement, je me suis penché sur cet incendie puisqu'il a choqué tout le monde. Il a choqué tous les Français. Et la première chose que j'aimerais dire, déjà, c'est merci. Merci à qui? Merci à toutes les personnes qui ont regardé les interviews, qui ont commenté et qui m'ont apporté des éléments. Puisqu'il y a eu beaucoup de témoignages en réalité. Il y a beaucoup de gens qui ont été choqués. Beaucoup de gens qui savaient qu'il y avait quelque chose qui n'était pas net. Et donc je suis allé plus loin. On a fait une interview ensemble il y a quelques semaines. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte très rapidement que cet incendie n'était pas un accident, n'était pas causé par un mégot, mais par un accélérateur. Alors on va en parler dans 3 minutes, mais avant ça, je vais présenter les gens qui sont autour de la table. Frigide Barjot. Oui, présente. Catholique cool, c'est ça? Branché, catholique branché. Si vous voulez, oui. Voilà. Mais surtout fan de Notre-Dame de Paris, puisque c'est là que j'ai trouvé la foi. Et je sais que tu as des choses à dire, et beaucoup de choses à dire. Je connais bien Notre-Dame, on va dire. J'y ai vécu beaucoup d'événements, et donc je pense qu'il se passe quelque chose de très profond, et que c'est très bien d'en parler. Voilà. Merci beaucoup d'être là, en tout cas, cher prie. Frigide. En face, nous avons Marc Daoud, directeur de publication de Nexus, qui est venu avec toutes ses fiches.
Voilà. Il passe le bac. Voilà, regardez. Moi, Tout ce qu'il a. chaque fois que je vais chez Mike, je prends Voilà. une note, je ramène toutes mes notes. Comment vas-tu, Mike? Bah, très bien, toi. Ça va, mais merci pour l'invitation. Le sujet, moi, je l'ai découvert après l'événement, parce que j'ai pas du tout à l'époque été très impacté. J'avais vu un peu ça de loin, et j'ai compris vraiment à rebours toute l'ampleur des conséquences de cet incendie, tout ce que ça représentait pour beaucoup de gens. Bon, moi, je suis pas forcément très pratiquant ou autre, donc j'étais un peu distant, et j'ai vraiment ces derniers mois, ces dernières années, compris l'ampleur de ce qu'on avait vécu, et aussi tout ce qui se passe dans plein d'autres endroits dans le monde, sur d'autres églises, d'autres cathédrales. C'est pas un cas isolé. Merci beaucoup, cher Marc. On en parlera ensemble. Et enfin, vous l'avez déjà vu sur GPTV Actu, Andrzej Linowiecki, un compatriote. Voilà, je fais venir des gens de chez moi. C'est la discrimination positive. De loin. Comment ça va, Andrzej? Merci, ça va. Bonsoir. Ça va bien? Ça va bien. Alors, toi aussi, tu es ingénieur dans le bâtiment. Oui. Donc, du coup, tu pourras nous parler un peu voilà, en tant que, de ton expérience Avec et plaisir. sur les pierres, la poutre et tout ça, Oui, avec plaisir. comme un professionnel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Alors voilà, on revient vers toi, cher Ludovic. Vas-y. Donc tu as enquêté. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Alors, j'ai découvert beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. La première chose que j'aimerais dire, déjà pour résumer le contexte, poser la scène. Le Premier ministre du Travail, René Viviani, en 1906, a fait une déclaration devant les députés. Voilà ce qu'il a dit. Nous avons arraché les consciences humaines à la croyance. Nous avons éteint dans le ciel des lumières qu'on ne rallumera plus. Voilà notre œuvre révolutionnaire. Ça explique déjà beaucoup de choses. Donc on est face à une attaque frontale De la République. de la religion chrétienne, du catholicisme. Et donc cet incendie est une opération criminelle, c'est un attentat. Il y a un accélérateur qui a été utilisé pour enclencher cet incendie. Et il y a une société qui a intervenu. Une société qui a intervenu d'Épinal, la société Aubria. Alors, on va montrer l'article qui parle de la société Aubria, l'article de Vosges Matin. Regardez. Cet article date de janvier 2019. La société Aubria d'Épinal, au chevet de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'elle fait, cette société? Alors, cette société est spécialisée dans l'extinction des nuisibles. Champignons, mérules, ces choses-là. Donc, traitement de l'humidité, etc. Et il se trouve que cette entreprise est intervenue à Notre-Dame pour soi-disant traiter un problème de mérule. Une mérule, c'est un champignon qui se développe dans un contexte humide. Et cette société est donc intervenue. Un champignon qui, depuis l'an 1200, n'est jamais apparu dans les poutres de Notre-Dame. Hein, mais il est apparu en 2019. Voilà, Voilà, en gros. voilà, exactement. C'est comme si la forêt, comme on l'appelle, était attaquée soudainement par des champignons, et notamment la mérule. On ne trouverait certainement pas la mérule dans les poutres de Notre-Dame. On montre voilà, comment ils ont aspergé de leurs produits les employés de... Voilà, ça c'est les employés de Aubria sur les poutres de Notre-Dame. Vous voyez, ils aspergent. Et ils ont fait... Et l'article date de janvier 2019. L'incendie est quand? C'est avril 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon. Donc, la société Aubria, en janvier 2019, est au chevet de Notre-Dame. Et elle fait, dans l'article, il écrit qu'elle fait la fierté, d'ailleurs, de sa région. Alors, ce qui est indiqué dans cet article, grossièrement, c'est qu'on a fait intervenir cette société pour un champignon virtuel. Et malgré qu'il n'y ait pas de mérule, effectivement, qui ait été trouvée, on a demandé à cette société de pulvériser un produit sur les poutres qui n'avait pas lieu d'être. On peut enlever l'article, Un produit qui n'avait pas lieu d'être. Et
Typiquement, il n'y a aucun produit à répandre sur des poutres qui ont plusieurs siècles. C'est un bois extrêmement dur et les poutres n'ont jamais été traitées. Et tout d'un coup, on fait venir une société pour un problème qui n'existe pas. Et on demande malgré tout, je dis bien malgré tout, à cette société de répandre un gel sur l'ensemble des poutres, l'ensemble de la forêt. Est-ce qu'on sait ce que contient ce gel? Alors, justement, j'ai contacté la société Aubria, Édouard Aubria, qui est le directeur de cette société à Épinal. Je l'ai eu au téléphone et je lui ai posé un certain nombre de questions. Là, ce que tu dis, c'est vraiment une exclue. C'est-à-dire que personne n'a, visiblement, au sein de l'État, des journalistes, personne ne l'a fait. Hein. Personne n'a appelé Aubria, je sais pas pourquoi. Bon, c'est comme ça. Vas-y. J'ai posé un certain nombre de questions et ce monsieur n'a pas voulu répondre. Il était un peu gêné. Oui, je lui ai posé des questions qui dérangent. Je lui ai posé 4 questions. Vas-y. La première, c'est est-ce que vous avez décidé vous-même quel gel utiliser? Bah oui. La deuxième question, est-ce que ce gel a été confectionné, préparation magistrale, ou c'est un produit normé? Troisième question, est-ce qu'on vous a demandé d'utiliser un produit spécifique? Si oui, qui? Les services des monuments historiques? Et la quatrième question que je lui ai posée, c'est est-ce que vous avez été en contact d'une manière ou d'une autre avec Jean-Louis Georgelin, Le général, Georges. le général qui était en charge de la restauration de la cathédrale? Et qui est mort aujourd'hui. Voilà, qui est mort dans un accident de montagne l'année dernière, en 2023. Accident assez douteux. Qu'est-ce qui t'a répondu, monsieur Aubria? Il n'a répondu à aucune question. C'est magnifique. Aucune question. Il s'est mis derrière l'enquête, qu'il y avait une enquête qui était en cours, mais il a botté en touche et il s'est réfugié dans l'enquête en cours. Donc ça pose évidemment beaucoup de questions. Est-ce qu'il t'a raccroché au nez Oui, il m'a raccroché au nez. Il a fini par me raccrocher au nez, effectivement. Bon. Concernant la société Aubria, il y a son logo. Tu vas peut-être nous en parler. Alors on peut montrer, regardez, voilà le logo. C'est chouette. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce logo? Alors justement, ce logo, il est surprenant parce qu'il y a une connexion avec un culte satanique qui est lié à la chouette. Le dieu Minerve, le dieu de la sagesse, entre guillemets, et notamment Bohemian's Grove, aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que signifie le Bohemian's Grove? Alors c'est un culte satanique qui est connu et qui est lié aux Illuminati. Et donc, cette chouette est une symbolique qui est utilisée de manière répétée dans les cultes sataniques. Donc, évidemment, ça pose question de voir une identité visuelle d'une entreprise qui est censée s'occuper du traitement des nuisibles être associée à une symbolique satanique. D'autre part, si on retourne en arrière sur le logo qu'il y avait tout à l'heure, Aubria, oui. voilà. Si vous regardez derrière, il y a une trame de fond qui est très particulière. Qu'est-ce qu'elle signifie? C'est tout à fait inhabituel dans une identité visuelle. C'est une trame qui fait penser en fait à une nappe, comme si c'était sur un autel et qui avait une forme de rituel. Donc le rituel est posé sur une nappe et il y a la symbolique qui est véhiculée sur la nappe. Donc ces éléments sont, je dirais, assez troublants que cette société qui est intervenue à Notre-Dame, qui a pulvérisé un gel sur les poutres de Notre-Dame, qui est clairement du thermite 7,
du thermite, un accélérateur de feu, que ce produit ait été répandu sur l'ensemble des poutres. C'est ce qui explique que le feu s'est développé très vite, en à peine 2 heures. Il y a des gens qui ont mentionné le fait qu'il y avait du plomb et que c'est ce qui expliquait les fumées jaunes, Mais d'ailleurs, justement, épaisses. en parlant des fumées jaunes, on a fait cette première interview, toi et moi, tu as parlé de ces fumées jaunes. Évidemment, Conspiracy Watch, et Reichstag et compagnie ont voulu débunker cette fumée jaune en disant non, mais c'est pas vrai, machin. Toi, tu confirmes bien que cette fumée jaune l'est parce que le plomb, etc. C'est un composant chimique qui crée cette fumée jaune, certainement pas le plomb. Le plomb, la fusion de plomb ne fait pas de fumée jaune épaisse. Donc on a clairement affaire à la chimie. C'est ce qui explique déjà la propagation fulgurante du feu en à peine moins de 2 heures. Tous les pompiers, tous les spécialistes, tous les experts l'ont indiqué que c'était impossible qu'un feu se propage à une telle vitesse et de faire des fumées jaunes de ce type-là. Donc la question, en fait, c'est... il ne fait aucun doute, je dis bien aucun doute, que cette société a répandu sur les poutres un accélérateur de feu, un thermite. Ça ne fait aucun doute. La question est, est-ce qu'ils l'ont fait volontairement ou ils ont été instrumentalisés? Est-ce qu'on leur a fourni le produit ou ce sont eux qui ont fait cette préparation magistrale? Ils n'ont pas répondu à la question. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Bon. Ils n'ont pas voulu donner de réponse. Disons qu'ils ont le droit au bénéfice du doute, aujourd'hui. Donc on n'a pas les réponses. Mais j'ai expliqué à M. Aubria au téléphone, il semblait se dédouaner de toute responsabilité. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, M. Aubria, pourquoi vous ne répondez pas aux questions? C'est vrai. C'est vrai. C'est simple de savoir qui vous a fourni ce produit. Est-ce que c'est une fabrication, une confection magistrale? Est-ce que c'est un produit normé? Quel est le problème? Pourquoi vous ne répondez pas à la question, M. Aubria? Bon, sans vouloir être l'avocat de M. Aubria, peut-être fait-il l'objet de menaces d'une partie d'État profond, des services ou que sais-je. C'est pas impossible, hein. Voilà. Il n'a pas partagé ça avec moi. Bah, c'est bizarre. Disons que c'est bizarre. Ensuite, nous avons d'autres éléments. Oui, alors, entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une exposition depuis début octobre jusqu'au 4 janvier au Louvre. Une exposition qui est organisée par Barbara Chesribou. Barbara Chesribou, Je vois on va voir à qu'on la l'écran montre. là dans quelques instants. Qui est cette dame, Barbara Chesribou? Voilà, c'est cette dame. Mais qui est-elle exactement? Alors, elle se dit écrivaine, artiste. Il y a une autre photo d'elle qu'on voit ici. Alors, on peut se poser la question si c'est vraiment une femme. Je ne le pense pas moi-même. Je pense que c'est un transsexuel. Bon, ça c'est ton avis. Voilà. Oui, Voilà. c'est mon avis. Il y en a plein maintenant. Il y en a un peu beaucoup, c'est vrai. Ça a du pouvoir, il y en a un peu beaucoup. Donc, en fait, il y a une exposition... Pourquoi elle est importante? Et qui est-elle exactement, hormis être artiste et écrivain? En fait, il y a une exposition muséale dans 8 musées de Paris de différentes œuvres qu'elle a faites, qu'on peut voir à l'écran, qui va nous donner une petite idée. Donc, c'est la lampe au bout du Louvre. Donc cette lampe, elle est sous la pyramide et elle représente quelque chose de difforme, de totalement abstrait, un peu glauque. Et il y a différentes plaques qui ont été posées. Donc il y a des milliers de gens qui visitent le lieu chaque jour. Et sur ces plaques, donc il y a une description de l'artiste où elle explique ce qu'elle fait, etc. Et il y a un poème.
Est-ce que tu peux nous le lire? Et le poème s'appelle « La lampe au bout du Louvre ». Ok. On l'a vu, Voilà, il a le pièce poème. sous la pyramide. Voilà, ici. Et je vais vous lire ce poème. Debout sur les marches du Louvre, par un jour glorieux de septembre 1989, la pyramide transparente de I.M.P.I. scintillant comme un pendentif de Cléopâtre. J'ai entendu derrière moi une voix disant, non d'une façon cassante ou autoritaire, mais d'une manière posée, amicale et scientifique. Écoutez bien ce que je veux dire. Si vous étiez obligé de détruire par le feu Notre-Dame ou le Louvre, lequel des deux serait-ce ? J'ai répondu sans hésitation, Notre-Dame. Parce que cela n'est qu'une seule image de Dieu, tandis que les couloirs du Louvre illuminent le monde entier. C'est fou. Et ce poème, il a été écrit quand? Il a été écrit pour l'exposition. Pour l'exposition. L'exposition est en cours. Il y a une responsabilité. Et donc là, le poème qui est enfin, cette exposition, ce poème est actuellement au Louvre. Il est actuellement au Louvre. Et ce poème dit, voilà, je brûlerai Notre-Dame. Voilà. En 1989. Ouais, 1989. c'est fou. Donc en fait, la présidente directrice du musée du Louvre, nommée en 2021 par Emmanuel Macron, Laurence Descartes, a la responsabilité de cette exposition. Comment se fait-il qu'on a une personne comme Barbara Chesribou qui sort de je ne sais où, une américaine, écrivaine pseudo-artiste, fasse une exposition devant des milliers de personnes au Louvre pour se vanter d'incendier, de détruire par le feu Notre-Dame. Notre-Dame. Je pense que les Français ont besoin d'avoir des explications. Non, c'est vrai. C'est édifiant. Et puis Notre-Dame, cet incendie, il a été prévu par les textes anciens. Oui, alors justement l'incendie de Notre-Dame a été anticipé, prédit par Nostradamus. Voilà, on montre le Oui. texte. Est-ce qu'on peut le monter un peu ou pas? Parce qu'il y a le visuel jaune qui cache un peu le texte. Merci. Ah, les techniques sont extraordinaires. Vas-y, tu peux le lire. Alors déjà, article 6, 19. Nostradamus, il est connu pour donner des dates dans ses numéros d'articles. Et là, on tombe sur le 19. Donc l'incendie de Notre-Dame a bien eu lieu en 2019. Donc le texte original, je vais vous le lire, et ensuite il y a la traduction en français moderne. La vraie flamme engloutira la dame. Qui voudra mettre les innocents à feu? Près de l'assaut, l'exercite s'enflamme. Quand dans seuil, monstre en bœuf sera vu. Donc je traduis, un immense incendie, la vraie flamme, détruira, engloutira, une grande partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Dame. Il empêchera au dernier moment, quand dans seuil, un dictateur, le monstre, d'être vu à la télévision. Sort aveu. C'est effectivement l'incendie de Notre-Dame qui a empêché Emmanuel Macron de faire son discours pour les Gilets jaunes. À 20h, oui. Vous vous souvenez de ça? Ah oui, il devait 15 parler, c'est avril. vrai. Il devrait parler, oui, c'est Le vrai. 15 avril 2019.
À 20h, il est préparé. Et il n'a pas pu. Parce que l'incendie, c'est totalement ce qui est écrit, quoi. C'est fou. Exact. Oui, enfin, télévision, on ne savait pas que ça existait au temps de Nostradamus. Non, ça a été traduit. Sera vu, oui, d'accord, j'ai compris. voilà. En public. Oui. C'est ça. En bœuf, c'est en public. Donc effectivement, cet attentat a été anticipé dans les prophéties. Pour toi, c'est un attentat. Oui, bien sûr que c'est un Bah, attentat. on utilise le mot attentat. C'est un attentat, c'est un acte criminel, et je l'ai dit la dernière fois et je le répète, ça implique les plus hautes sphères de l'État et des services de renseignement. Jean-Louis Georgelin est décédé subitement. Je ne crois pas un seul instant à l'accident. Je pense qu'il a été assassiné. Il devait en savoir trop. Et donc, il y a des implications multiples par rapport à cet attentat. Je pense qu'il faut comprendre le sous-jacent. Il y a un sous-jacent de destruction de nos valeurs, de la spiritualité, de nos racines chrétiennes. Et je pense que ce n'est que le début d'attaques qui vont se multiplier, parce qu'il y a plein d'églises qui sont incendiées, vandalisées. Il y a différents endroits en France. On peut voir en Bretagne, il y a une chapelle, si vous avez ça à l'écran, pour vous montrer qu'ils utilisent tous les prétextes pour rénover des chapelles. Donc ça, c'était une chapelle en Bretagne, Saint-Michel de Prébaste, dans le Finistère. C'est dans le parc régional de l'Armorique, qui a été incendié, et les pompiers ont immédiatement fait en sorte que cette chapelle soit protégée. Elle est un peu sur une butte. Et ils ont trouvé malgré tout le prétexte de rénover cette chapelle, alors qu'il n'y avait pas vraiment lieu d'être. Regardez la nouvelle image de cette chapelle. Ça vous fait penser à quoi, Mike? J'ai l'impression qu'il y a une symbolique franc-maçonne. Oui, effectivement, ça fait vraiment penser à quelque chose de noir, en fait. C'est ça, c'est toujours... De morbide, de sinistre, de funèbre. Donc c'est le format que ces loges noires et franc-maçonniques cherchent à vampiriser chaque église de la République. Et puis on a eu cette annonce de Mme Rachida Dati, ministre de la Culture, qui a dit, mais et pourquoi est-ce qu'on ne paierait pas lorsqu'on rentrerait à Notre-Dame? Est-ce que, ma question du coup, et après on va passer au débat avec tous nos amis, donc ma dernière question sur cet entretien, est-ce que on ne transforme pas aussi une sorte de temple Notre-Dame, un temple, une sorte de Disneyland, où viendront s'installer tous les marchands? Alors oui, effectivement, la question se pose, puisqu'il y a un projet... il y a déjà un projet dans les cartons de faire payer l'entrée à Notre-Dame. Ça pourrait rapporter 85 millions d'euros par an. Donc, pour transformer ça comme un divertissement, une attraction pour les touristes, ce qui est totalement scandaleux, c'est un sacrilège. Désacralise. Oui, la cathédrale a été totalement souillée, désacralisée. Et j'aimerais préciser quelque chose d'important. C'est qu'il y a quelqu'un qui est très connu en France, qui s'intéresse beaucoup aux monuments historiques et qui fait beaucoup de documentaires. Cette personne s'appelle Stéphane Bern, que tout le monde connaît. Oui, bien tout à sûr. fait. Ok. Stéphane Bern, il est apprécié par les Français. Parce qu'il Plutôt met en avant le passionné. patrimoine, etc. J'ai plusieurs sources qui m'indiquent que Stéphane Bern est franc-maçon. Et que c'est lui qui a initié l'idée de faire payer les gens dans les cathédrales, dans les églises. Donc il y a un travail qui est fait en coulisses par des personnes très influentes et très connues pour totalement modifier et désacraliser tous nos édifices et toutes nos églises, toutes nos chapelles. Alors on sait qu'il est très proche des Macron, et en effet, rien n'est impossible aujourd'hui. Je veux dire autre chose, aujourd'hui, depuis que Macron est président, rien n'est impossible. À chaque fois, les gens nous disent non, mais non. À chaque fois qu'on a dit non, 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 ça c'est fait. Donc, rien n'est impossible. Il y a un autre point que j'aimerais rajouter aussi.
Alors, on est attaqué, on est en guerre ouverte, hein. Et c'est que le début, hein. Donc il faut se préparer. Il y a des solutions, peut-être qu'on en parlera après. Ceci dit, j'aimerais parler de la reconstruction, parce qu'il y a eu beaucoup de donations. Il y a eu 840 millions de donations qui ont été faites, et il y aurait 140 millions restants. Déjà, il y a une partie importante qui a été versée par la fondation Edmond Safra. Lili Safra, milliardaire brésilienne. Une famille assez opaque, qui est connue pour avoir eu des activités bancaires clandestines depuis l'Empire ottoman, et en lien avec les métaux précieux. Et donc on peut raisonnablement se poser des questions sur cette donation, cette fondation, parce qu'on sait que tous ces milliardaires se cachent derrière des fondations et de la philanthropie, sur l'origine de ces fonds, en fait. Est-ce que ces fonds viennent d'activités mafieuses, d'activités financières mafieuses? On peut vraiment se poser la question. Moi, je serais content que la banque Safra mette à disposition des fonds, un fonds juridique, pour que plusieurs avocats s'attaquent à cette affaire et déposent des plaintes pénales. Déjà, une plainte pénale pour Madame Laurence Descartes par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe maintenant au Louvre, parce que c'est inadmissible, c'est un véritable scandale. Et puis une plainte pénale aussi pour des responsabilités à Notre-Dame, le service de sécurité, parce qu'il y a eu des complicités, c'est sûr, et pour la direction de cette société Aubria. Parce que pour l'instant, on ne sait pas si la pulvérisation de ce gel était volontaire ou ils ont été instrumentalisés. C'est-à-dire qu'on leur a fourni le produit avec du thermite. Et ça, on a besoin de le savoir. C'est pour ça que je pense qu'il est essentiel que les chrétiens et les Français aussi, tous les Français, se mobilisent pour créer une enquête indépendante et que des avocats soient mobilisés, et qu'un fonds juridique soit créé pour faire une enquête sérieuse, indépendante, puisque l'enquête actuelle n'ira nulle part. C'est clair. Elle n'ira nulle part. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est ressorti de cette enquête. Elle va être enterrée et il n'y a absolument rien qui va se passer. Je peux comprendre. Merci. Attends, on va parler après. Merci, les amis. Oui. Merci beaucoup à toi, Charles Devic. Et on voit que tu as fait une vraie belle enquête. On va en parler tous ensemble. Mais avant ça, les annonces. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.